Alors, bonjour à toutes et tous, je suis Julie Bertrou, je travaille à l'ARB. Bienvenue à ce troisième webinaire sur l'Observatoire régional de la biodiversité. Comme vous le voyez, vous êtes nombreux à participer, donc c'est pour cela que vos micros et vos caméras sont désactivés. Par contre, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat. Il faut cliquer sur afficher la conversation donc en haut de votre écran. Nous avons un timing assez serré, donc nous allons débuter ce webinaire par quelques éléments de contexte concernant l'émergence de cet observatoire. Et pour cela, je vais passer la parole à Violaine Mélier, qui est chargée de projet Observatoire régional de la biodiversité à l'ARB. Merci Julie. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire. Donc, en guise d'introduction, et avant de présenter vraiment l'Observatoire régional de la biodiversité, je souhaiterais présenter quelques éléments de contexte, puisque depuis un moment déjà, on entend parler d'un certain phénomène à l'échelle planétaire, qui fait d'ailleurs la une de nos journaux, c'est l'érosion de la biodiversité. Alors, on entend beaucoup parler. Et qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Alors déjà, la biodiversité, on considère la biodiversité comme l'ensemble des êtres vivants présents sur la Terre, mais ce n'est pas, donc, être vivant, c'est les espèces animales, végétales, les milieux, mais ce phénomène prend aussi en compte un certain nombre d'interrelations qu'il y a entre les espèces entre elles, et entre les espèces et leur milieu. Donc, c'est un peu plus compliqué que la diversité spécifique. Violaine, je te coupe une petite minute, on ne voit pas défiler les diapos. Ah, c'est normal, j'y viens. C'est normal, désolée. Alors, pour prendre un petit peu la mesure de ce phénomène, quelques chiffres à l'échelle planétaire. Vous avez sans doute entendu parler de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, qui est l'IPBES, donc l'équivalent du GIEC pour le climat. Et donc, cette plateforme a mis en place un certain nombre de chiffres clés, d'indicateurs. Et donc, il nous annonce que près d'1 million d'espèces animales et végétales sont menacées à l'échelle planétaire, sur 8 millions d'espèces animales. Donc, ça représente déjà un très gros pourcentage, un très gros chiffre, sans compter que nous n'avons encore pas toutes les connaissances sur tous les groupes taxonomiques. Il y a un certain nombre de lacunes importantes. Vous avez à côté la représentation de ces espèces menacées, donc l'extinction pour certains groupes comme les amphibiens, les mammifères marins, espèces terrestres, insectes. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une espèce menacée? Ce sont donc des espèces qui ont été identifiées sur les listes rouges, et là, en l'occurrence, liste rouge mondiale, qui permet de faire un inventaire complet des espèces et d'évaluer un état de conservation. Donc, c'est grâce à ces listes rouges qu'on peut identifier le pourcentage d'espèces menacées. Maintenant, en France, on a à peu près les mêmes problématiques. Donc, l'érosion de la biodiversité se fait sentir. Et donc, vous avez ici quelques chiffres, quelques indicateurs que l'Observatoire national de la biodiversité a fait paraître en 2020, avec quelques chiffres marquants. Moins 24% d'oiseaux communs spécialistes, 19 espèces menacées ou éteintes, et puis effectivement des chiffres sur les milieux, avec une disparition, enfin en tout cas des milieux qui sont dégradés à 41% sur les sites humides. Donc voilà, tout ça pour vous montrer que c'est un phénomène qui est mondial, national. Et quelles sont les causes? On peut généralement en distinguer 5. Donc, il y a le changement d'usage des terres, donc c'est la dégradation des milieux naturels, la fragmentation, l'exploitation directe de certains organismes, donc une surexploitation de certaines parties de la biodiversité, le changement climatique, pour lequel on a déjà un certain nombre de données et donc d'espèces qui sont menacées par rapport au réchauffement climatique, les pollutions, on verra qu'il y en a plusieurs, et puis effectivement la propagation des espèces exotiques envahissantes.
Et donc la question, c'est de savoir, et en région, où est-ce qu'on en est? C'est pour pouvoir répondre à cette question, en fait, il nous faut un certain nombre de données naturalistes. Et ces données naturalistes, on va pouvoir les avoir grâce au SINP, le système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel. Et je vais donc laisser la parole à Éric Bruno de l'Adréal, chargé de mission à l'Adréal, en charge du SINP. Oui, bonjour à tout le monde. Donc, je vais vous faire une présentation. Je vais essayer de faire assez rapide du SINP parce que je pense que pas mal parmi vous ont déjà assisté à plusieurs webinaires sur la thématique. Alors, le SINP, tout d'abord, je vous fais un petit rappel sur l'architecture générale de ce système. On a un niveau régional donc, qui est représenté par les plateformes régionales. Donc, ça, c'est nous, c'est notre travail de chaque jour. Ces plateformes régionales sont reliées à la plateforme nationale INPN avec laquelle on échange des données. Donc les données qui rentrent au niveau régional sont remontées au niveau national et inversement, les données qui rentrent directement par le niveau national sont redescendues sur la plateforme régionale. Et il y a aussi une interopérabilité avec l'international avec le GBIF. On va passer à la diapo suivante. Donc, toute la documentation qui concerne le SINP régional est mise à votre disposition sur le portail de l'Adréal. Vous avez l'URL de la diapo sur laquelle vous pouvez cliquer et vous y trouverez notamment, pour citer quelques points, le formulaire d'adhésion à la charte, les gabarits de versement de données et métadonnées et les formulaires pour déposer et suivre vos demandes d'accès ponctuelles aux données du SINP. Si on passe à la diapo suivante, donc je vous représente un petit peu l'organisation régionale. Donc essentiellement, l'organisation régionale repose sur les pôles taxinomiques dont les trois principaux rôles sont d'animer le réseau des producteurs de données, d'agréger ces données, enfin toutes les données dont on souhaite qu'elles participent au SINP sont agrégées par ces pôles taxinomiques dans des bases dédiées, et surtout aussi un rôle important qui est d'assurer la validation technique et scientifique de ces données du SINP. Alors, c'est cet ensemble de collaborateurs, enfin d'organismes qui participent à ce système, ils sont comment dire, supervisés, organisés au travers d'une gouvernance qui s'établit sur trois instances principales que sont le CSRPN, qui est l'instance scientifique qui va suivre, enfin valider le côté scientifique des développements poursuivis par le SINP. Le comité de suivi régional, qui est donc le comité de pilotage du système et qui se veut représentatif à la fois des acteurs et des utilisateurs du système. Puis le comité technique, lui, qui réalise la mise en œuvre opérationnelle du SINP. Donc le SINP se veut être un guichet. Si on pouvait rester encore un tout petit peu sur la diapo précédente, merci. Se veut être un guichet unique. L'avantage du système, c'est donc d'assurer que toutes les données naturalistes participant au SINP sont rassemblées en un seul endroit. Et ce système cherche en permanence à assurer la disponibilité et la fiabilité de l'ensemble de ces données. Alors je vous fais juste un petit rappel parce que c'est quand même un point important. Le coût global de cette organisation pour l'État, donc financé par l'Adréal, c'est 400 000 € plus un ETP, donc le chargé de mission, moi-même, sur cette opération de système d'information. Alors, pour vous redonner, on va défiler les diapos suivantes. Donc, les pôles taxinomiques qui sont nos principaux partenaires et qui travaillent le plus activement au système, donc les deux conservateurs botaniques méditerranéens et Pyrénées, Midi-Pyrénées, pour ce qui concerne la flore, la faune et les habitats naturels. Ensuite, les conservateurs des espaces naturels d'Occitanie et l'Office pour les insectes et leur environnement, donc, qui assure le pôle des données invertébrées. Nature en Occitanie et le groupe Chiroptère Languedoc-Roussillon qui gère le pôle mammifère. Le pôle oiseau, donc, qui est géré par Faune Occitanie, qui est un consortium d'une douzaine d'associations, alors beaucoup de LPO, mais pas que. Ensuite, le pôle poisson, crevice d'eau douce, c'est l'association régionale de pêche d'Occitanie qui suit ce pôle. Et enfin, je crois, le dernier, Nature en Occitanie, de nouveau, et le PHE, donc l'École pratique des études de Montpellier,
qui anime le pôle reptilien amphibien. Donc, vous voyez, c'est des pôles animateurs essentiellement taxinomiques, c'est-à-dire que chacun s'occupe d'un taxon principalement. Et un autre niveau a été institué depuis quelque temps, c'est la co-administration de la plateforme, qui est assurée donc là par 4 acteurs, qui sont l'ADREAL, les 2 conservatoires botaniques et le conservatoire des espaces naturels. Donc la co-administration, elle assure essentiellement le chargement des données sur la plateforme, la mise à jour de l'atlas et l'instruction des dossiers de demande d'accès ponctuels que vous pouvez déposer. Alors, un petit rappel donc sur la façon de participer au SCNP, puisque c'est quand même l'objectif principal que l'on cherche à atteindre, c'est que le maximum de contributeurs soient intéressés par le système et surtout intéressés à partager ces données quand ils en produisent. Donc, pour contribuer, on vous rappelle les étapes. Une étape intéressante, c'est d'adhérer à la charte. Donc, l'adhésion à la charte, c'est surtout manifester son intérêt et son désir de partager ces données. D'écrire ces métadonnées et fournir ces données. Donc là, je vous renvoie au premier diapo qui vous indique le lien sur le portail du SCNP où vous trouvez tous les gabarits pour comment dire, enregistrer ces métadonnées, ces données. La saisie directe des données sur les interfaces des pôles thématiques est aussi possible pour certains pôles lorsqu'ils en disposent. Mais ce n'est pas systématique. Ensuite, pour accéder aux données, donc, on a 2 modes d'accès. On a un mode d'accès qui est permanent. Alors, c'est un mode d'accès qui est plutôt dédié au grand public. Donc, c'est sous la forme d'un atlas qui diffuse les données à la maille 5 km sur 5 km et qui propose aussi de visualiser des listes communales et également de télécharger ces listes communales dans des pages annexes. Donc, vous avez l'URL de l'atlas sur cette diapo. Et puis, des données précises qui sont... toutes les données précises sont librement accessibles aux agents de l'État, DREAL, DDT, OFB. Alors, elles sont librement accessibles, mais dans un système sécurisé avec connexion, mot de passe, etc. En tout cas, tous les agents de l'État qui doivent intervenir dans le domaine de la biodiversité ont accès à ces précieuses données. Ensuite, pour les diapos suivantes, donc je vous présente vite fait les pages de l'Atlas. Donc, vous voyez donc la page d'accueil. Vous pouvez constater qu'actuellement, on a un peu plus de 5,5 millions d'observations en ligne. Ensuite, sur la diapo suivante, s'il vous plaît, donc c'est un visuel de ce que vous pouvez voir quand vous interrogez la liste communale. Donc, vous tapez le nom d'une commune en haut dans la cellule de recherche et vous obtenez la liste des observations qui ont été réalisées sur la commune sélectionnée. Et diapo suivante, la même chose pour une espèce, donc vous tapez le nom d'une espèce, vous pouvez taper un nom scientifique ou un nom français quand le nom français est enregistré, et vous obtenez la carte de répartition et quelques éléments d'existence, enfin, de traits de vie de l'espèce. Ensuite, l'autre façon d'accéder aux données, donc c'est des accès ponctuels sur demande. Donc, toujours pareil, je vous conseille d'aller sur le portail régional, il y a une rubrique accéder aux données. Et sur cette rubrique, vous verrez qu'il y a des hyperliens, des URL qui vous permettent d'arriver sur des formulaires. Alors, il y a deux voies d'accès. Suivant que vous soyez, si vous êtes adhérent à la charte, vous êtes enregistré sur le système, donc il faut utiliser le formulaire adhérent qui vous permet de déposer et de suivre toutes les demandes qui ont été déposées par votre propre structure. Et si vous n'êtes pas adhérent, vous avez un formulaire dédié pour les non-adhérents qui fonctionne un peu de la même façon. La différence, c'est que vous n'avez pas le suivi de toutes les demandes de vos structures et on vous fournit à chaque fois une URL pour récupérer les données. Et un petit rappel, l'accès sans convention, donc c'est-à-dire sans être adhérent aux données précises, se fait sous couvert d'une licence fermée. Vous êtes obligé d'accepter sur le formulaire dédié aux non-adhérents. Et donc, comme expliqué sur la frise qui est exposée sur cette diapo, après le dépôt de la demande, il y a une instruction qui est assurée par la co-administration, c'est-à-dire l'ADREAL, le CEN ou les CBN. C'est une instruction tournante qui change tous les mois. Donc, c'est une instruction plutôt technique. On vérifie d'abord qu'on a tous les éléments techniques corrects pour faire l'extraction de la demande, en particulier les périmètres géographiques. Ensuite, c'est aussi une instruction sur le fond, hein, puisqu'on regarde si le motif paraît cohérent par rapport
volume et enfin, l'emprise géographique et taxonomique demandée. À partir du moment où la demande est techniquement validée, sous 6 jours, vous pouvez récupérer dans l'URL qui apparaîtra sur votre formulaire toutes les données non sensibles et les données sensibles floutées au niveau de leur sensibilité définie par le référentiel. Et au bout de 21 jours maximum, ces mêmes données sensibles vous seront fournies non floutées. Voilà. Donc, à noter aussi, quelque chose que je n'ai pas mis sur la diapo, on a une convention spécifique qui est pour la mise à disposition des données du SINP pour l'Observatoire régional de la biodiversité, à qui on fournit un ensemble d'éléments qui leur permettent de produire les indicateurs. Donc, pour conclure, la plateforme est opérationnelle et elle représente donc un point d'entrée unique pour déposer et accéder aux données naturalistes. C'est un système qui s'appuie sur une démarche volontaire du partage de la donnée, et sans ça, elle n'est pas très efficace. Et c'est un système qui veut assurer la disponibilité permanente et la fiabilité de la donnée naturaliste qui est mise à disposition. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup Eric pour cette présentation. Pour rappel, vous pouvez retrouver effectivement le replay de notre premier webinaire qui était intégralement consacré à cet outil donc, du SINP. Donc voilà, la connaissance, hein, c'est vraiment la première brique pour aller vers la préservation de la biodiversité. Donc le SINP est essentiel. Et pour compléter cela, il était nécessaire d'avoir un cadre collectif pour agir en synergie pour la préservation et la restauration de la biodiversité en Occitanie. Donc, c'est ce que nous allons vous présenter, ce que Luc Bidard, du coup, chargé de mission au service biodiversité et territoire, va nous présenter la stratégie régionale pour la biodiversité et dont d'ailleurs un des défis est la connaissance. Mais Luc, je te laisse du coup à toi. À moi. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, je vais vous parler des stratégies régionales pour la biodiversité qui sont devenues obligatoires avec la loi pour la reconquête de la biodiversité de 2016. Donc, c'est un outil légal et ce sont les principaux outils stratégiques dédiés à la préservation de la biodiversité au niveau régional. Donc, il y aura quelques acronymes, mais voilà, je pense que vous êtes habitués. Donc, pour commencer, on peut rappeler les grandes étapes de la montée en puissance des régions en matière de protection de la biodiversité, en partant peut-être des lois Grenelle entre 2007 et 2010, qui ont introduit les schémas régionaux de cohérence écologique, que vous connaissez sans doute, ainsi que la notion de trame verte et bleue qui ont été intégrées à la loi. Puis, la grande loi de décentralisation de 2014, dite loi MAPTAM, qui a introduit une notion importante à l'échelle régionale, qui est la notion de chef de filat. Donc le chef de filat, il est important de bien la comprendre, puisque ce n'est pas une notion hiérarchique, c'est-à-dire que elle consiste à organiser l'action collective sur une compétence partagée. Donc la compétence biodiversité, elle est partagée entre différentes collectivités. Et par contre, c'est à la région d'organiser le travail, la cohérence de toutes ces actions. Donc c'est avant tout un rôle d'animation et de coordination. En 2015, la loi NOTRe a rassemblé un certain nombre de schémas d'aménagement, de gestion des déchets et également le SRCE dans un schéma plus large qui s'appelle le SRADET, qui lui est prescriptif, c'est-à-dire qu'il s'impose au schéma de rang inférieur. Et enfin, en 2016, donc la loi de reconquête de la biodiversité a introduit l'obligation pour les régions d'élaborer des stratégies régionales pour la biodiversité et a permis également la création d'ARB et de comités régionaux de la biodiversité qui sont les parlements régionaux de la biodiversité. Slide suivante. Donc ça nous amène à un cadre de travail assez complexe, mais cohérent et logique. Donc au niveau régional, donc la région, dans le cadre de son chef de filat, doit animer les SRB. Elle assure également la cogérance de l'ARB, la tutelle des parcs naturels régionaux et des réserves naturelles régionales.
La région co-préside également le CRB et le CSRPN. Et enfin, en termes d'intervention, elle agit principalement via des subventions à tous les acteurs, parties prenantes de la protection de la biodiversité. Donc ce cadre régional, il s'intègre dans un cadre plus large, le cadre national, avec les stratégies nationales biodiversité, un cadre européen, les grandes directives Habitat et Oiseaux, ainsi que la stratégie européenne biodiversité qui vient d'être vue, et un cadre international. Donc tout ça fonctionne comme des poupées gigognes en cohérence. Et donc vous avez au milieu du schéma les grands organes de gestion de la biodiversité en région. Donc vous retrouvez l'État à travers les DREA, les DDT, les collectivités, régions, départements, des agences comme l'OFB et l'autorité environnementale. À droite, vous avez les principales stratégies, SRADET, SRB. Et à gauche, les outils dont on a parlé, donc le SINP et l'ORB dont on parlera plus tard. Slide suivant. Donc, qu'est-ce que la stratégie régionale biodiversité? C'est un document imposant et c'est la concrétisation légale du chef de fila de la région. Et il est important de comprendre que c'est une feuille de route partagée, collective, qui a été co-construite avec tous les acteurs du territoire. Donc, ce n'est pas l'outil du conseil régional, c'est vraiment l'outil de tous les acteurs de la biodiversité en région. Je passe rapidement, mais il a fait l'objet de 2 ans de travail, de 2 ans de travail en intelligence collective avec tous les acteurs. Et il a abouti à un document qui comporte plusieurs chapitres. Le premier, c'est un diagnostic partagé de 192 pages, largement issu des anciens SRCE. Un autre document qui est la trajectoire, donc les visions prospectives de là où on veut aller. Un programme d'action collectif qui concerne tous les acteurs de la biodiversité. Et enfin, une partie sur les engagements spécifiques de la région au sens du conseil régional sur les années 2020-2022. Donc la partie diagnostic, donc là je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais dans les grandes lignes, il dresse le patrimoine biodiversité, le patrimoine naturel en région, qui est exceptionnel en Occitanie, donc qui nous confère une responsabilité également importante à l'échelle nationale et internationale. Il pose également le constat que c'est un territoire attractif en termes d'activité, de population et de tourisme, ce qui génère des pressions sur les milieux. Et enfin, c'est un territoire qui est particulièrement soumis aux aléas du changement climatique. La multiplication des événements climatiques extrêmes, canicules, sécheresses et inondations, la montée des eaux, et tout ça constituant également une source de pression importante, peut-être la principale aujourd'hui sur la biodiversité. Et également fait notable un tissu d'acteurs de la biodiversité important à travers ces pôles universitaires, entre autres à Montpellier. Donc les 3 principales menaces sur la biodiversité en région Occitanie sont dans l'ordre l'artificialisation des sols liés à la pression démographique, le changement climatique et enfin les pollutions et l'exploitation des ressources. Et dans les pollutions, principalement la pollution par les pesticides, la région étant très agricole. En termes de levée d'action, on retrouve classiquement la connaissance, la transversalité et l'exemplarité. Donc là, quand on dit la transversalité, c'est dans les différentes politiques sectorielles, nationales et régionales. Et enfin, l'action de tous, la mobilisation collective. Donc ça, c'était pour la partie diagnostic de la SRB. Et il s'ensuit un programme d'action collectif qui est articulé autour de 5 défis. Donc le premier concerne l'artificialisation, avec l'objectif de réussir le fameux zéro artificialisation nette à horizon 2040. Le deuxième défi consiste à renforcer la résilience des écosystèmes et des territoires dans un contexte de changement climatique, avec un focus qui a été mis pour 2030 sur les sols, la qualité biologique des sols. Troisième défi, construire un modèle de développement économique sans pollution et à faible impact sur la biodiversité. Donc là, il s'agit plus de mobiliser les acteurs économiques pour mieux prendre en compte la biodiversité. Défi 4, il porte sur la connaissance,
comment améliorer, renforcer la connaissance et mieux la partager entre tous les acteurs et avec le grand public, avec une cible en 2030 de citoyens sentinelles de la biodiversité. Et enfin, le 5e défi, cultiver l'excellence des politiques publiques. Donc là, on est dans l'exemplarité des différentes politiques publiques. Et ces 5 défis, slide suivant, s'articulent, sont déclinés en fiches actions beaucoup plus précises. Donc on a au total dans cette SRB 29 fiches actions structurantes avec des indicateurs reliés à chacune d'entre elles et des engagements plus spécifiques de chacun des acteurs. Donc la slide suivante, on va voir les engagements spécifiques du Conseil régional dans la SRB. Donc, pour vous donner des exemples, en fait, des engagements de la région. Donc, le premier exemple, c'est le déploiement du soutien à la restauration des TVB. Donc là, concrètement, ça se passe par voie de subvention à des projets de renaturation, de restauration. Deuxième exemple, c'est le plan arbre et carbone vivant qui a été lancé par la région, qui consiste à subventionner un certain nombre de plantations hors forêt. Donc beaucoup de haies champêtres, entre autres. Protection également de nouveaux cœurs de biodiversité. Donc là, on est dans le cadre de la protection des TVB, avec par le biais des outils que sont les réserves naturelles régionales, avec par exemple la création d'une réserve, la réserve du Montius, dans les Pyrénées, qui est une vieille forêt. Création également d'un outil qui s'appelle Bioxytanie, qui est un outil d'aide à la décision pour les collectivités, les aménageurs, quand ils souhaitent aménager une zone et qui recense les données en provenance des SINP, entre autres, et qui permet de façon assez conviviale, en traçant son schéma d'aménagement, de voir ce qu'il y a sur cette zone-là. Nous avons également lancé une étude trame noire à l'échelle régionale. Donc, on a été une des premières régions avec la Nouvelle-Aquitaine à lancer cette étude-là. Donc, à partir de données satellites, qui permet de modéliser à l'échelle de toute la région la pollution lumineuse. Des actions également relatives à l'économie et la biodiversité, où on cherche à animer le secteur économique, à acculturer les acteurs économiques aux problématiques de la biodiversité. Et le renforcement également de l'implication citoyenne autour de la biodiversité, à travers le plan arbre, par exemple, mais aussi les trophées pour la biodiversité. Donc voilà les principales actions de la région. L'ARB est également un acteur incontournable de déploiement de cette stratégie régionale. C'est son mandat. Et donc vous connaissez les 3 piliers de l'ARB. Mais c'est donc un opérateur dédié régional au déploiement de cette stratégie, en lien avec les autres acteurs, l'ADREAL, l'OFB, les agences de l'eau. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à la télécharger. Donc c'est imposant, mais on peut assez facilement naviguer dans les programmes d'action. Et c'est une ressource indispensable quand on veut connaître un peu l'état de la biodiversité en Occitanie à travers le diagnostic. Voilà. Et comme toute stratégie, elle doit être suivie, pilotée, et à travers des indicateurs, d'où la création de l'ORB, qui va faire l'objet de la suite de ce webinaire. Merci à tous. Merci Luc. Nous avons quelques minutes pour des questions sur ces 2 premières présentations avant de rentrer dans le cœur de l'ORB avec Violaine qui reprendra la suite de la présentation. Donc quelques questions à l'attention de Éric Bruno sur le chat. La trame brune est-elle prise en compte et est-ce que le BRGM est le seul à s'occuper, est le seul pour la géologie? Alors la trame brune, je ne saurais pas vous répondre. Et pour la géologie, oui, c'est le BRGM, notre opérateur pour le pôle géologie, qui suit notamment l'inventaire du patrimoine géologique. Ensuite, on demande quelques précisions sur les enjeux et les attentes de la charte concernant les données du SINP. Et est-ce qu'il y a un besoin ou est-ce qu'il est possible de faire des réunions
technique entre les techniciens de collectivité. Donc là, la question a été posée par une personne de la communauté d'agglo du Grand Avignon, entre les techniciens web et SIG et directement l'Adréal pour la gestion du SINP. Oui. Alors, bon, le principal enjeu de la charte, c'est que chacun manifeste son intérêt à partager de la donnée, et puis, bon, évidemment, dans un cadre qui correspond au protocole national SINP. Et à ce sujet, donc, j'en profite pour vous rappeler, vous annoncer, je sais pas, que là, notre charte va être révisée puisque le protocole national SINP disparaît au profit du schéma national du SINP. Donc, c'est un schéma, enfin, disons, on va dire, c'est un nouveau protocole qui est plus orienté open data. Donc, on va voir comment on s'organise par rapport à cette injonction de fournir toutes ces données en open data. Et sinon, alors, dans le modèle actuel de notre charte, nous, notre objectif principal, c'est évidemment que tout le monde comprenne bien que l'intérêt de tout le monde est de partager la donnée le plus proprement possible, le plus massivement possible pour que tout le monde puisse avoir tous les éléments pour prendre des décisions à quelque niveau que ce soit. Ensuite, les échanges techniques avec nous, oui, c'est possible. En fait, il suffit de me contacter. Et puis, je vois directement, enfin, je le fais avec pas mal de structures. On essaie de résoudre ou d'expliquer les problématiques techniques lorsqu'il y en a. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Une petite précision par rapport au coût de l'observatoire que vous indiquiez, Eric, tout à l'heure, en fait, à savoir, est-ce le coût à l'échelle régionale ou à l'échelle nationale? Alors, les 400 000 € qui sont annoncés, non, c'est à l'échelle régionale. C'est les subventions qu'on distribue à tous nos partenaires qui participent, enfin, en particulier les pôles thématiques et pour la administration. C'est un peu, enfin, je pense que c'est quand même un volume important par rapport aux autres CNP régionaux. Enfin, du moins, en tout cas, par une participation directe de l'État, on va dire. Une question pour Luc également maintenant. Est-ce que les acteurs économiques ont été mobilisés dans la période de rédaction de la SRB? Et si oui, lesquels et avec quels résultats orientation? Alors, les acteurs économiques ont été consultés, entre autres à travers les CCI. Après, c'était plus compliqué de mobiliser directement les entreprises, donc on a mobilisé des intermédiaires. Avec quels résultats? Ils ont participé aux travaux collectifs, aux ateliers. Voilà, je ne saurais pas dire exactement où ils ont pu influer, mais il y avait un certain nombre déjà de bureaux d'études et de structures responsables du développement économique territorial. Merci Luc. Il y a une question sur l'outil Bioccitanie également. Luc, tu pourras certainement répondre, à savoir s'il est destiné aux collectivités exclusivement et sous quelle forme, ou bien également aux professionnels du domaine. Alors j'en profite aussi pour rappeler que notre premier webinaire ARB était sur le SINP et le deuxième était sur l'outil Bioccitanie. Donc vous pouvez également, pour ceux que ça intéresse, retrouver le replay de ce webinaire avec tous les détails en lien avec cet outil. Et Luc, si tu veux répondre. Oui, il est ouvert à tout le monde, donc, mais il s'adresse en priorité effectivement aux collectivités et à tous ceux qui peuvent avoir des projets d'aménagement. Une question de Madame Martin. Alors, je vous avoue que je n'ai pas forcément très clairement compris la question. Est-ce qu'il est possible que vous la reprécisiez un petit peu dans le chat quand vous parlez du lien d'opportunité entre l'OFB et la pertinence avec le projet LGV, pardon. Si vous pouvez un petit peu peut-être expliciter votre question et on y reviendra ultérieurement. Il y aura de toute façon un deuxième créneau de questions après la présentation de Violaine sur l'Observatoire régional de la biodiversité. Et Violaine, écoute, je te laisse la parole, c'est à toi.
Très bien, merci. Donc, je reprends pour effectivement parler plus particulièrement de l'Observatoire régional de la biodiversité, puisque ces différents éléments permettent de comprendre un peu comment ça s'est organisé en région pour savoir après comment l'ORB va pouvoir, l'Observatoire régional de la biodiversité, qu'on appelle communément l'ORB, va se positionner et utiliser tous ces outils. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un observatoire de la biodiversité ? Déjà, il faut savoir que l'Observatoire régional de la biodiversité en Occitanie a été créé en 2019, au moment où l'Agence régionale de la biodiversité a pris ses premières marques, donc en janvier 2019. C'est à ce moment-là qu'est né cet observatoire. Alors, c'est avant tout un outil qui est collaboratif, dans le but de valoriser la connaissance sur la biodiversité et utiliser les données qui sont disponibles sur la faune, la flore, les milieux naturels. L'Observatoire a pour objectif donc, de valoriser toutes ces données, non seulement pour le milieu terrestre, aquatique d'eau douce et marine. Donc, c'est un outil également d'évaluation des politiques publiques en matière de biodiversité et plus particulièrement donc, de la stratégie régionale de la biodiversité dont Luc vous a exposé les principaux points. Alors, quel est l'objectif de cet observatoire? Alors, on peut en distinguer deux. Le premier, c'est apporter des informations objectives et qualitative sur l'état de la santé de la nature, son évolution aussi dans le temps et en région. Alors, en région, c'est quelque chose qui est important puisque l'Observatoire va travailler à l'échelle régionale et départementale à la rigueur. Mais les informations qu'on va fournir n'iront jamais en deçà de ces échelles-là. Le deuxième but, c'est de suivre l'évaluation des politiques publiques et de voir si les actions qui ont été mises en place, parmi les 29 fiches actions dont nous vous avons présenté, savoir si elles sont efficaces, si elles sont mises en œuvre et quels sont les premiers résultats qu'on peut avoir. L'Observatoire a pour cible principalement les décideurs et le grand public. Donc, on va avant tout mettre à disposition des informations pour ces deux grands types de publics. Alors, comment ça s'organise? Comme je vous l'ai dit, c'est un outil qui est partenarial, collaboratif. L'ORB est entouré d'un réseau d'acteurs, de partenaires qui contribuent de manière volontaire aux travaux de l'ORB. Donc, on en trouve un panel assez hétéroclite. Donc, évidemment, des associations naturalistes qui vont nous aider et qui sont là en tant qu'experts sur les données, sur les informations faune, flore, milieu naturel. Et c'est également les producteurs de données. Nous avons aussi des acteurs sociaux-pro, comme la Chambre d'agriculture et un certain nombre d'autres acteurs qui participent. Des chercheurs universitaires, des laboratoires qui prennent part aux réflexions. On est en lien étroit également avec le Conseil scientifique régional donc, du patrimoine naturel, donc le CSRPN, qui est là aussi pour avoir un œil sur les productions de l'ORB et bien sûr tous les partenaires publics. Donc ensemble, on va réfléchir à quelles informations on veut mettre à disposition, comment organiser cette information, la synthétiser pour ensuite la mettre à disposition du public cible. Donc, on retrouve généralement deux grands volets, enfin deux sortes de participation, des acteurs qui vont travailler plus à la stratégie, quels sont les points que l'ORB doit prendre en main et sur quoi est-ce qu'il doit s'appuyer. Et puis, une partie un peu plus technique où vraiment, en groupe de travail, on va vraiment réfléchir à la manipulation des données et les indicateurs en tant que tels. Donc pour ça, on va utiliser des données existantes. Donc l'ORB n'est pas producteur de données, ça c'est quelque chose d'important. Il va réutiliser les données qui existent, et notamment via le SINP, c'est sa porte d'entrée pour tout ce qui est données naturalistes. Mais il va être aussi amené à utiliser d'autres types de données en open data pour avoir des focus ou des éclairages sur une certaine thématique. Pour
pour synthétiser, un schéma très simple, pour comprendre que voilà, nous disposons de données naturalistes via le SINP. Avec ça, on va pouvoir faire un état des lieux sur la faune, la flore, les milieux naturels, et être en capacité d'établir des mesures de la biodiversité. Avec comme cible, comme point final, comme résultat attendu, un objectif bien précis et qui nous est donné par la stratégie régionale de la biodiversité, qui est en gros, on pourrait le simplifier en étant le zéro perte nette de biodiversité en 2040. Donc, nous avons une échéance. Et l'Observatoire va être là pour, à des moments précis, donner un état de cette biodiversité. Alors, vous comprenez que pour donner un état de la biodiversité, ce n'est pas quelque chose d'évident. Il n'y a pas de mesure absolue en biodiversité. Il va falloir démultiplier un peu les informations et on va utiliser des indicateurs. Alors, des indicateurs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mesures quantitatives qui sont utilisées pour illustrer généralement des phénomènes qui sont assez complexes et bien sûr relatives à la biodiversité. Avec des indicateurs, on va ainsi pouvoir donner des tendances, des évolutions dans le temps. Et pour ces indicateurs, on va se baser sur un modèle qui est le modèle état, pression, réponse. Donc, c'est un modèle qui est assez utilisé et ça a l'avantage de pouvoir comprendre les éventuelles interactions qu'il y a entre les pressions et les influences positives ou négatives, selon les constats identifiés, sur la biodiversité. Donc, effectivement, les pressions, donc les menaces, vont avoir un effet négatif sur la biodiversité, donc sur les populations animales, végétales, sur les milieux naturels. Et à contrario, la société va mettre en place, et donc à l'échelle de la région, va mettre en place un certain nombre de mesures qui ont pour but justement de mettre en place quelque chose qui va favoriser la biodiversité et limiter les pressions. Et donc pour établir ce modèle, eh bien, il faut partir de questions évaluatives. Et donc là, effectivement, c'est 3 grandes questions, mais il y en aura d'autres parce qu'elles sont déclinées ensuite. C'est comment évoluent les pressions, les principales pressions en Occitanie. Est-ce qu'elles évoluent à une tendance à la hausse ou à la baisse? Et puis, comment évolue la prise en compte de la biodiversité à l'échelle régionale? Donc, c'est le modèle sur lequel on se base pour élaborer nos indicateurs. Alors, ces indicateurs, pour le moment, l'Observatoire a fait plutôt un état des lieux de la biodiversité en Occitanie avec des indicateurs de connaissance. C'est pourquoi, avec les experts naturalistes, on a travaillé sur 8 grands pôles taxonomiques pour avoir un peu un état des lieux et donc vous apporter un certain nombre d'éléments sur la biodiversité. Donc là, vous avez le nombre d'espèces par grand groupe présents en Occitanie. Donc, si on compare à l'échelle nationale, avec les petites cartes, vous pouvez vous rendre compte que, de manière générale, on a plus de 50% des espèces présentes en Occitanie par rapport au niveau national. Donc, on a une biodiversité qui est très riche et donc, du coup, une responsabilité importante vis-à-vis de la conservation et de la gestion de ces espèces-là. Par rapport aux espèces menacées, là encore, c'est basé sur les listes rouges, liste rouge nationale ou régionale. Pourquoi? Parce que pour le moment, nous n'avons à l'échelle de l'Occitanie que 2 listes rouges régionales, donc les papillons de jour et les libellules. Le reste, pour les autres groupes taxonomiques, nous n'avons pas encore de liste rouge régionale. Du coup, les informations qui vous vont être données sont à l'échelle nationale. Alors, effectivement, quand on regarde de plus près, voilà, par exemple, pour les mammifères, on a 4 espèces qui sont menacées sur 53. Là encore, il faut prendre ces chiffres avec précaution, puisque si on avait une liste rouge régionale, il est fort probable qu'il y ait beaucoup plus d'espèces menacées. Mais ça permet de faire un peu une photographie à un instant T et de savoir voilà, où est-ce qu'on en est actuellement en Occitanie par rapport à ces groupes-là.
Juste un petit focus par rapport aux papillons de jour. Donc 57 espèces menacées, pour le coup à l'échelle régionale, ça correspond à peu près un quart des papillons, ce qui n'est pas négligeable. Et quand on dit espèces menacées, ça comprend les espèces en danger critique d'extinction, les espèces en danger et les espèces vulnérables. Donc c'est quand même assez conséquent. Alors, un petit focus un peu sur l'évolution des populations en Occitanie, puisque les indicateurs qu'on va donner sur l'état de connaissance des différents groupes taxonomiques permettent aussi de savoir comment ça évolue dans le temps. Et là, un petit focus sur les espèces qui ont disparu récemment ou ces dernières années. Donc, il faut savoir qu'il y en a, voilà, avec quelques exemples précis. Le lynx boréal, par exemple, en Occitanie, n'a plus été identifié depuis début de 1900. On le considère comme éteint. De manière un peu plus proche de nous, il y a plusieurs espèces d'oiseaux, trachérieurs, pluviers guignards, qui ont également disparu d'Occitanie. Et si on se rapproche par rapport aux mammifères, le vison d'Europe, une espèce de papillon qui est la vanesse des variétaires, et encore plus proche, la pied-grièche à poitrine rose, espèce peut-être que vous avez entendu parler, qu'on la considère d'ailleurs comme éteinte depuis 2019. Donc il faut savoir que c'est une espèce qui était présente autrefois à l'échelle nationale, mais l'Occitanie disposait des derniers couples nicheurs, et cette espèce est donc considérée comme disparue depuis 2019. Donc pour vous montrer que voilà, les espèces, ça évolue, la biodiversité, il faut la prendre en compte, ça évolue constamment. Donc, il faut continuer à améliorer les connaissances. Il y a certains groupes taxonomiques pour lesquels on n'a pas suffisamment de connaissances en termes de répartition. Et donc, l'idée, c'est aussi d'améliorer un petit peu la connaissance sur la répartition des espèces, sur leur biologie et également sur les nouveaux taxons, puisqu'il y a un certain nombre dont on ne connaît pas encore l'existence. Voilà. Et alors, petit focus aussi concernant 3 espèces d'oiseaux dont l'avenir est incertain à moyen court terme. Donc, ce serait effectivement des espèces à suivre dans le temps pour savoir un peu quelles sont leurs tendances. Donc ça, c'était pour les espèces. Concernant les milieux, l'objectif était également pour l'observatoire d'avoir un peu un état initial des milieux qui existent. Donc, de la même manière que pour les espèces, on ne va pas avoir un seul indicateur. Il va falloir les décliner pour chaque type de milieu et voir comment ils évoluent dans le temps. Là, on a essentiellement utilisé un indicateur pour avoir une vision un peu globale en utilisant l'occupation du sol. Ça nous permet d'avoir une vision large, mais pas très précise, on en convient. Alors, vous avez ici la cartographie de l'occupation du sol en 2018 à l'échelle de l'Occitanie, ainsi que le graphe qui correspond aux différents types de milieux présents sur le territoire. Donc, c'est essentiellement, vous voyez que le milieu agricole est très présent, donc l'activité est très présente sur le territoire, et puis des proportions beaucoup moindres pour tout ce qui est milieu naturel, zone humide, etc. Vous avez également une petite portion, 4,2% qui est en territoire artificialisé. Alors, à prendre également avec des pincettes, puisque comme tout indicateur, il y a un certain nombre de biais et de limites à prendre en compte. Mais ce qui est intéressant, c'est que par rapport à l'artificialisation, c'est en croissance importante, plus 52% d'augmentation depuis 1990, donc une croissance importante, plus qu'au niveau national, puisqu'au niveau national, le taux d'artificialisation, l'évolution, c'est plus 30%. Donc voilà, pour un aperçu assez général. Un autre focus par rapport au milieu aquatique, et donc par rapport notamment à l'état écologique des masses d'eau de surface en Occitanie. Donc là, on a utilisé vraiment les données qui existent à l'échelle des 3 grands bassins versants que sont Adour-Garonne, Rhône-Méditerranée, Corse et puis Loire-Bretagne, pour un peu utiliser toutes ces données et avoir une vision d'ensemble. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort? Eh bien, que
en moyenne, 50% des cours d'eau sont en bon état ou en très bon état. Et alors, concernant les eaux de transition, donc c'est plutôt littoral, seulement 30% sont en bon état et très bon état, et au niveau des eaux côtières, 43%. Ça nous permet d'avoir un peu une vision d'ensemble et savoir comment ça évolue dans le temps. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment des données qui sont réutilisées, hein, et à partir des états des lieux de 2019, faits par les différents grands bassins versants. Voilà, alors ça c'était pour faire un petit peu un état de la biodiversité à travers les espèces, les milieux. Et maintenant qu'on a cet état, c'est de savoir où on en est des pressions, puisque la biodiversité va pouvoir évoluer en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment les menaces qui pèsent sur elle. Donc, ce sont exactement les mêmes que j'ai présentés en introduction au niveau mondial, au niveau national. Donc, la principale pression, c'est la dégradation des milieux naturels. Et donc, pour ça, on a monté un indicateur qui est le principal milieu détruit par artificialisation entre 1990 et 2018. Donc là encore, c'est basé sur l'occupation du sol et c'est pour voir par rapport à la dégradation des milieux naturels, lequel est le plus impacté. Et ça, à l'échelle régionale. Ça, c'est difficile de pouvoir le décliner au-dessous de l'échelle départementale parce que après, les limites sont l'utilisation des données n'est pas suffisamment précise pour aller à ces échelles de ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que c'est essentiellement les prairies et les pelouses qui accusent cette destruction, avec, voilà, ça représente de 32% pour les prairies et 12% pour les pelouses, dans des milieux qu'on appelle ouverts. Et il y a un certain nombre de facteurs qui expliquent ça, mais c'est aussi parce que l'Occitanie est une région particulièrement dynamique et qui accueille chaque année de nouvelles populations, avec un chiffre assez marquant, c'est qu'en 50 ans, au moins 2/3 des communes d'Occitanie ont vu leur densité de population doubler, voire plus. Donc évidemment, quand on a une dynamique aussi importante avec des activités économiques aussi diverses qu'on peut trouver en Occitanie, eh bien, ça engendre de l'artificialisation. Concernant une autre pression, pollution, et plus particulièrement la pollution lumineuse. Alors, pourquoi ce focus? Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, Luc, parmi les engagements pris par la région, c'est en matière de trame noire, élaborer une trame noire et puis pouvoir avoir des indicateurs sur la pollution lumineuse en région. Donc vous avez ici la carte de la région avec des niveaux de pollution lumineuse. Donc ça c'est un instant T, hein, en 2019, en cœur de nuit. Ce sont des données qui sont issues de données satellitaires donc, que nous avons exploitées avec l'expertise de la Télescope et d'Skylab. Et donc, on peut ainsi quantifier cette pollution lumineuse à l'échelle de l'Occitanie. Et donc, ça représente 91% du territoire qui est impacté par la pollution lumineuse. Donc, un pourcentage très élevé, avec effectivement, on le voit bien, hein, le littoral qui est dans lequel il y a des agglomérations qui est particulièrement urbanisée, où on voit que ce niveau de pollution est très important, de même qu'autour de Toulouse. Mais on voit également qu'il y a un certain nombre de taches bleues qui correspondent justement aux endroits qui sont faibles en pollution lumineuse, donc dans les Pyrénées, dans le Quercy, et puis un peu dans les Cévennes. Donc ça, c'est la radiance. Donc, vous avez l'échelle à côté, donc on a repris exactement les mêmes échelles qu'au niveau national. Donc, sachant cela, qu'est-ce qui est possible de mettre en place à l'échelle de la région pour diminuer cette pollution lumineuse? Bon, évidemment, on ne va pas du jour au lendemain avoir des cartes qui vont être toutes bleues. Ça demande un certain nombre de choses à mettre en place à l'échelle de l'Occitanie. Et donc d'accompagner les acteurs sur le territoire vers justement
une diminution. Donc c'est pour ça aussi que je prends cet exemple. C'est pour montrer aussi que grâce aux indicateurs qui vont donner l'état à un instant T, on va pouvoir évaluer un petit peu ces pressions, mais également l'objectif de l'observatoire, c'est également de mesurer l'effort d'engagement des communes à travers notamment un baromètre pour voir si de plus en plus, par exemple, de communes vont s'insérer dans la démarche. Et petit à petit, on va voir que les cartes de pollution lumineuse vont diminuer, en tout cas les niveaux de pollution lumineuse vont diminuer petit à petit. Donc c'est quelque chose qui va mettre du temps, parce que si on regarde la carte que j'ai présentée précédemment, il y a déjà un certain nombre de communes qui éteignent et pour lesquelles ça ne se voit pas encore. Et donc effectivement, il faut qu'un certain nombre d'acteurs s'engagent dans cette dynamique-là pour que petit à petit, il y a un effet réel, factuel, sur l'état de la pollution en Occitanie. Donc c'est notre rôle aussi de pouvoir un peu donner ces tendances-là. Pour finir, l'Observatoire va construire un certain nombre d'indicateurs sur des thématiques variées. Comment vous, acteurs du territoire, pouvez vous en servir de plusieurs manières. Donc, l'Observatoire va fournir des informations sur la biodiversité en région. Donc, ça va être des clés en fait, pour comprendre un peu les phénomènes. Et donc, les territoires peuvent s'en saisir pour s'approprier un peu les enjeux, pour peut-être identifier les enjeux sur lesquels ils ont le plus sur lesquels les enjeux sont les plus forts, et pourquoi pas après décliner des indicateurs à l'échelle de leur territoire, parce que nous, on n'ira pas au-dessous des échelles départementales. Au niveau de l'Observatoire, on va aussi identifier un certain nombre de lacunes en termes de connaissances et donc des besoins en termes de données pour affiner un petit peu nos indicateurs et donner une vision un peu plus réelle des phénomènes. Et donc pour ça, ce qui pourrait être intéressant aussi à l'échelle des territoires, c'est peut-être d'orienter aussi ces besoins et voir qu'est-ce qui est possible de mettre en place en termes de suivi, d'inventaire, et qui va pouvoir alimenter également le SINP en données. Et par effet boule de neige, donc améliorer aussi la robustesse des indicateurs de l'ORB. L'Observatoire va quantifier l'engagement en faveur de la biodiversité à travers des baromètres, un certain nombre de retours de la part des territoires. Et donc, pour les acteurs, ce qui va être intéressant, c'est de valoriser son territoire, montrer qu'il est dans une dynamique qui prend de l'ampleur à l'échelle de la région et prendre connaissance de tous les autres territoires qui mettent en place des démarches similaires. Enfin, l'Observatoire va faire connaître et valoriser un certain nombre de projets qui sont en cours, des projets d'amélioration de la connaissance, mais pas que, restauration. Et donc, voilà, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant dans les territoires, de pouvoir les identifier et savoir qu'est-ce qui est mis en place comme programme à l'échelle de la région. Voilà, pour terminer, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de l'Agence régionale de la biodiversité. Donc vous avez le lien ici présent, donc ça va être connaître la biodiversité, vous aurez les indicateurs. L'Observatoire a déjà produit un certain nombre de documents, un panorama qui fait un peu un état des lieux des différents milieux en Occitanie. Et ces informations qu'on a tirées essentiellement de la stratégie régionale de la biodiversité, c'était un peu pour valoriser tout ce travail-là qui a été fait avec l'ensemble des acteurs et qui a fait demander beaucoup de travail. Donc, vous avez ce document synthétique, un poster des différentes spécificités de la région avec faune, flore et puis les caractéristiques. Et puis, bien sûr, les indicateurs que vous pouvez retrouver, et donc dès qu'un indicateur a été validé, il est déposé directement sur le site internet et vous pouvez en prendre connaissance. Donc prochainement, d'autres indicateurs vont alimenter le site. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation de l'ORB.
juste une information pour vous dire que l'Observatoire régional de la biodiversité est ouvert à toute proposition. Les acteurs qui souhaitent y participer, vous êtes les bienvenus, évidemment, et on sera content de pouvoir avancer avec vous et faire développer davantage d'indicateurs. Voilà. Merci Violaine. Quelques questions sur le chat. Concernant les milieux, l'indicateur occupation du sol reste peu informatif concernant la qualité. La qualité des écosystèmes, pardon. Serait-il possible d'intégrer d'autres indicateurs, par exemple la superficie des différents habitats naturels? Alors oui, effectivement, on est bien d'accord. Cet indicateur est, comme je disais, très large, puisque c'est à partir des données de l'occupation du sol, donc pas très précise effectivement. Et on est en train de travailler maintenant à des indicateurs plus par type de milieu, donc milieu forestier, zone humide. Et donc effectivement, on aura ce type d'informations sur les surfaces, l'évolution quand on peut avoir ces informations. Et on aura également un indicateur sur l'état des vieilles forêts, puisque c'est un enjeu pour la région. Donc oui, c'est effectivement en cours. Alors, deux questions en lien avec le changement climatique. Donc, quels sont les indicateurs disponibles concernant le changement climatique auxquels le LUC a répondu qu'ils étaient gérés par le RECO. Il a répondu sur le chat avec un lien. Et il y a une deuxième question en disant l'ORB intègre-t-il des données sur le réchauffement climatique à l'échelle de la région, en particulier effet du réchauffement des eaux de surface? Alors, le réchauffement climatique, c'est une thématique que nous avons en tête. Alors, pour le moment, on n'a pas vraiment d'indicateur qui porte spécifiquement sur le réchauffement climatique. On a sur les surfaces incendiées, mais ce n'est pas à proprement parler un indicateur vraiment sur les réchauffements climatiques. C'est quelque chose qu'on souhaite développer, mais pour l'instant, on n'a pas plus. Donc, l'idée, ce sera de creuser cette thématique-là avec les acteurs concernés et d'identifier à l'intérieur un certain nombre d'indicateurs, dont pourrait être effectivement la température au niveau de l'eau. Une question sur est-ce que la trame bleue propose-t-elle une continuité de zones humides, des zones humides d'accueil, de faune terrestre et agricole, notamment migrateurs? Par rapport à la trame bleue, alors, on va monter un indicateur sur un certain nombre, un indicateur sur les oiseaux, pas les oiseaux migrateurs, mais ça va être sur un certain nombre de groupes d'oiseaux, mais ça ne va pas être sur les continuités ni la trame bleue pour le moment. Non. Merci. Ensuite, Madame Martin, par rapport à votre question et à votre remarque sur le chat, ce qu'on peut vous dire, c'est que l'ORB, c'est un outil de valorisation et de suivi des tendances. Et en ce qui concerne donc tout ce qui est apport d'informations et aide à la décision pour les projets, là, c'est le SINP qui est concerné. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question. Et finalement, à quoi se résume la trame bleue? Alors, l'objectif, effectivement, c'est donc on va monter un indicateur sur les zones humides, voir comment ça évolue. Dans un deuxième temps, ce qui serait envisageable de faire, ça va être de coupler à la fois trame verte et bleue et enjeu faune. Et de voir en fait les secteurs qui mériteraient une attention plus particulière. Donc ça, c'est pas un travail qu'on a fait actuellement, puisqu'on s'est attaché déjà à faire un état des lieux. Et l'idée ensuite, c'est de pouvoir creuser ces questions-là, notamment en termes de menaces, récupérer, avoir des données sur les espèces menacées et coupler. Ça va se faire dans un second temps. Pour avoir effectivement un peu plus de données sur l'intérêt de ces zones-là.
quelques réflexions, notamment en ce qui concerne donc, la trame noire. Une personne qui nous dit que certaines communes éteignent la nuit, notamment la réserve du ciel étoilé du Pic du Midi de Bigorre, et peut-être à augmenter. Alors là, je peux peut-être me permettre de répondre en disant que c'est effectivement en cours, hein, et du coup, il y a pas mal de travaux qui sont faits à l'échelle de région et de la région et de l'ARB pour aller en ce sens et accompagner les collectivités, justement. Mais peut-être que Luc et Violaine, vous voulez compléter? Non, effectivement, on va continuer à travailler dessus. Alors, je vois que tout ce qui est pollution lumineuse, la fiche indicateur n'est pas encore sur le site internet. Effectivement, on devait la fignoler pour la mettre à disposition, tout comme les indicateurs naturalistes, enfin, les chiffres que je vous ai donnés. Donc là, c'est beaucoup plus complet. Vous avez des cartes de répartition, etc., que je n'ai pas présentées, mais qui vont être incessamment sous peu mis à votre disposition. Donc, on fera une communication dès que ce sera sorti. Mais ça va être bientôt. Donc là, voilà, tu répondais donc à la dernière interrogation de la Fédération de randonnée, Violaine, je pense. Une personne nous demande donc qui doit-on contacter lorsque l'on constate des travaux agricoles qui menacent des espèces protégées et la bonne réalisation de la SRB. Alors, si c'est vraiment des espèces protégées, c'est l'OFB qui doit être contacté, hein, pour signalement de dérangement d'espèces protégées. Il me semble, Eric et Luc, vous avez pour dire quelque chose à ajouter sur ce sujet? Non, l'OFB, ça me paraît être la bonne porte d'entrée. Alors, des indicateurs sur la thématique biodiversité et changement climatique seront également amorcés au sein du réseau des observatoires de biodiversité, réseau qui regroupe les différents observatoires régionaux et piloté par l'Observatoire national, donc l'OFB et le CEREMA. Donc merci pour l'information qui est très intéressante. Concernant la continuité trame bleue et zone humide, donc on nous donne des informations également. Là, on peut trouver des informations sur la trame turquoise, qui est un des axes de travail de l'agence de l'eau RMC. Pour la plateforme BioOccitanie, nous avons organisé un webinaire ARB, donc notre deuxième webinaire était sur le sujet. Vous pouvez trouver l'ensemble du replay donc de ce webinaire sur notre site internet ARB. Vous aurez toutes les informations par rapport à l'utilisation de cette plateforme. L'établissement de cartes croisant des inventaires d'espèces et de milieux sont d'un intérêt essentiel, on nous dit. Il n'est pas évident de les produire. C'est une approche par milieu des inventaires d'espèces, donc certaines collectivités y travaillent. Est-ce qu'il est prévu un travail méthodologique dans le cadre de l'observatoire régional? Alors, les inventaires d'espèces et de milieux. Alors, c'est quelque chose dont on a déjà parlé avec le groupe de travail. C'est quelque chose vers quoi on veut tendre, mais on n'est pas allé plus dans les détails que ça, puisque on s'est attaché essentiellement à l'état des lieux qui a pris beaucoup de temps aux experts et je les remercie vraiment parce que c'était un gros travail, d'autant qu'on ne bénéficie pas de liste rouge, donc c'était assez important comme travail. Donc, ce sera dans un deuxième temps, effectivement. Donc, je vous invite à suivre un peu l'évolution des travaux de l'OEAB parce que la dynamique est lancée. On va pouvoir avancer sur ces questions-là et n'hésitez pas à participer également parce que votre point de vue sera tout à fait intéressant à alimenter le débat. Bien, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. Donc, vous pouvez retrouver, comme je vous le disais, tous les replays des précédents webinaires organisés par l'ARB, y compris celui d'aujourd'hui d'ici quelques jours sur notre site internet de l'ARB, ainsi que toutes nos actualités. En ce qui concerne nos webinaires, nous avons fini là un cycle sur la connaissance, en lien avec la connaissance
donc SINP, Bioccitanie et ORB. Nous allons faire une petite pause estivale et on reviendra vers vous avec les prochains thèmes des webinaires et les prochaines dates donc à la rentrée. L'ensemble des présentations faites aujourd'hui seront également disponibles sur notre site internet avec le replay. Et il me reste donc à remercier l'ensemble des intervenants et des participants et à vous dire au revoir. Merci à tous. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.